Moi, j'ai grandi dans un territoire très rural, dans l'Allier. C'est vraiment le cœur de la diagonale du vide. Les grandes villes d'à côté étaient assez loin, c'était à 3/4 d'heure de route. Et quand je dis grande ville, c'était Moulins ou Nevers. Donc en termes d'opportunités académiques, culturelles, professionnelles, il fallait un peu se battre pour aller les chercher. Et puis j'étais boursière sur critères sociaux pendant toute ma scolarité. J'avais la chance que mes parents lisent des livres. Donc on va dire que le capital culturel, je mesure à quel point est-ce que quand on commence à avoir des opportunités, ça fait aussi toute la différence pour transformer l'essai. Mais il n'empêche qu'il a fallu sans cesse se battre pour aller au lycée. Alors par exemple, dans le lycée dans lequel j'allais automatiquement, il n'y avait pas de filière économique et sociale. Je ne savais pas qu'il existait plusieurs voies. Et donc c'est comme ça qu'à 15 ans, tac, une porte s'était refermée sans que je la voie se refermer, juste pour une histoire de kilomètres. Quand je me suis dit que j'allais peut-être faire une classe prépa, parce que j'avais découvert sur internet ce que c'était, mon prof de philo m'a dit c'est pas fait pour vous, c'est pas fait pour les enfants de la campagne. Et puis bon, alors si vous voulez vraiment faire une prépa, vous allez à Dijon ou à Clermont-Ferrand. Ne demandez pas Paris, vous serez jamais prise. Enfin, je sais que vous avez des bonnes notes ici, mais ça n'a aucune valeur là-bas. Il m'a dit ne postulez pas à Paris et je n'ai postulé qu'à Paris. Par cet esprit de contradiction qui parfois permet de faire des trucs. Quand je suis arrivée à Paris, même combat, avec l'impression d'être à côté de la plaque, de ne pas avoir les codes, d'avoir beaucoup de retard sur les autres. Et en fait, je pense, c'est là où il ne faut pas stigmatiser d'ailleurs les enseignants, parce que j'ai récemment écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle « Les Invisibles de la République » et qui donne la parole aux jeunes de ces territoires, à leurs professeurs, à leurs parents, etc., qui a eu la particularité, et c'est un hasard de calendrier total, mais de paraître pendant la crise des Gilets jaunes, donc d'avoir une forme de portage, y compris médiatique, ce qui est génial parce que ça a vraiment mis un coup de projecteur sur ces jeunes-là qui, encore une fois, étaient vraiment hors radar il y a 3 ans. Quand, dans Les Invisibles de la République, quand on a interrogé beaucoup de profs et de chefs d'établissement qui nous disaient « Oui, nous, c'est vrai, parfois, on ne se sent pas en mesure de dire à un jeune « Va dans une grande métropole pour étudier » parce qu'on sait qu'il vient d'un environnement très rural et que ça ne sera pas simple pour lui. Et c'est vrai, je l'ai vécu. Et moi, ce qui a fait la différence, c'est que je pouvais être logée chez mes grands-parents, qui eux habitaient à Paris. S'il avait fallu payer un logement, ça aurait été impossible pour moi. Je pense que j'étais vraiment, ça s'est progressivement devenu une obsession, à la fois de voir à quel point est-ce que pour les jeunes qui décidaient de bouger de leur territoire, c'était compliqué. Et aussi pour les jeunes qui décidaient de rester, c'était tout aussi compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de nini qui est vraiment pas satisfaisant et qui fait que définitivement, ces jeunes-là ont des obstacles en plus à surmonter et parfois ne les surmontent pas. Avec un gâchis de potentiel humain qui, à mon sens, a des conséquences économiques, sociales et politiques sur l'ensemble du pays. Il y a d'ailleurs tout ça évidemment une histoire de cohésion nationale qui me tient particulièrement à cœur et sur laquelle il faut travailler. Et donc, une fois ceci dit, j'avais commencé par faire un travail beaucoup plus classique, c'est-à-dire que j'ai fait comme on fait quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, j'ai fait du conseil stratégique. C'était intéressant, mais pas totalement satisfaisant. En même temps, ça m'a beaucoup appris et surtout, ça m'a permis de me dire c'est pas du tout ça que je veux faire, j'ai envie de monter une association. Sur ces sujets parce que surtout j'avais fait un benchmark assez approfondi et je m'étais rendu compte qu'il n'existait pas de structure 100% dédiée aux jeunes des territoires. Je pense que le déclic il vient de là parce que initialement j'étais dans mon cabinet de conseil et je me disais je vais m'engager dans une association qui traite ces sujets-là et en cherchant, grosse surprise de découvrir que ça n'existait pas. D'où le passage à l'acte. Il y avait un trou dans la raquette. Alors la mission de l'association, c'est de permettre aux jeunes des zones rurales et des petites villes d'avoir autant de chances de réaliser leur potentiel que les jeunes des grandes métropoles. Ça peut paraître très paradoxal, mais les jeunes des territoires, on va dire, ils sont extrêmement nombreux. C'est des millions de jeunes Français qui grandissent en dehors des 25 grandes métropoles et de leurs banlieues. Et ils cumulent les obstacles au cours de leur parcours. C'est-à-dire que ces collégiens, lycéens et étudiants, ils ont souvent accès à moins d'informations que les autres concernant les filières, les métiers qui pourraient les intéresser, dans lesquels ils pourraient se réaliser. Ils ont souvent tendance à s'auto-censurer avec un côté « c'est pas fait pour moi parce que je viens de la campagne, donc tel ou tel métier, je ne peux pas y prétendre ». Très souvent, il y a des enjeux de mobilité parce que c'est tout bête, mais un jeune qui grandit dans la campagne, dans les Vosges, dans l'Allier, dans l'Ardèche, quand il a envie de faire des études, que ce soit pour devenir chef cuistot ou pour devenir diplomate, il faut qu'il parte de chez lui. Et ça a un coût. Et une famille sur 2 seulement en France est en mesure de financer un logement étudiant pour ses enfants. Donc on voit ce que ça implique.
Et puis il y a tous les enjeux de la fracture digitale, donc ça fait une accumulation d'obstacles. Et pour autant, c'est un sujet qui est très longtemps resté dans l'angle mort des pouvoirs publics et des dispositifs d'égalité des chances, d'où la création de l'association. Moi, je trouve que c'est faire peser une très lourde responsabilité sur les épaules de l'éducation nationale que de penser que c'est à elle de pallier tous ces manques et de travailler de concert sur la confiance de ces jeunes en eux-mêmes, les enjeux de mobilité, l'autocensure, les enjeux financiers, etc. Donc, Chemin d'avenir travaille main dans la main avec l'éducation nationale depuis 2016, c'est vraiment nos premiers partenaires, et essaye de construire un écosystème de réussite autour de ces jeunes-là, vraiment à leur profit, au profit des jeunes ruraux, en travaillant main dans la main avec l'éducation nationale, avec les entreprises et les fondations d'entreprises, avec la société civile, avec les familles, pour faire en sorte que ces jeunes-là aient autant d'outils que les autres pour construire leur avenir. Les jeunes qu'on accompagne, déjà ça c'est important, c'est à partir de la 4e et à partir de la 1re, donc des âges vraiment charnières en matière d'orientation. Il n'y a pas de critères de notes, pas de résultats scolaires, et ça c'est vrai que quand on va dans les classes et qu'on leur dit on va passer 1 heure avec vous, on va vous proposer un programme et on vous prévient, on ne vous demandera jamais combien vous avez avant de vous proposer de rentrer dans l'association. Ils ouvrent souvent des yeux comme ça et ils n'ont pas l'habitude, et là on peut commencer à parler vraiment. Donc c'est le seul critère, c'est la motivation. Ce qui fait qu'on accompagne aussi bien des jeunes qui ont envie de reprendre la ferme de leurs parents que des jeunes qui rêvent de devenir journalistes ou des jeunes qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. Quand ils entrent dans le programme, ça dure 18 mois et c'est renouvelable par la suite. Donc potentiellement, on peut accompagner un jeune pendant plusieurs années. Et il y a 4 piliers essentiellement qui sous-tendent le parcours Chemin d'avenir. D'abord, toute une méthodologie de réflexion sur soi, parce que c'est des jeunes qui, ça c'est, on va dire pas typique des jeunes ruraux, mais au vu des obstacles qu'ils ont à surmonter, c'est très intéressant qu'ils arrivent à sentir leurs forces, leurs faiblesses, à travailler sur leurs croyances limitantes. On a plein de jeunes quand on va les voir qui nous disent « moi j'ai pas envie de travailler dans un bureau ». Ok, très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que moi, par exemple, chez Chemin d'avenir, je travaille dans un bureau? Enfin, pas sûr. Il y a un bureau, il y a un ordinateur, mais c'est aussi bien plus que ça. Donc bref, toute une méthodologie qu'on a conçue avec l'éducation nationale et avec d'autres acteurs de terrain dès la première année pour leur permettre de mieux se connaître et d'avancer dans la construction de leur parcours académique, pré-professionnel et aussi citoyen. Premier pilier. Deuxième pilier, le parrainage individuel. On n'a rien inventé, on s'inspire d'initiatives pour le coup qui existent déjà et qui fonctionnent très bien en ce qui concerne le mentorat. Parrainage individuel, chaque filleule de l'association a un parrain avec un système de matching qu'on essaye d'avoir le plus fin possible entre la vocation du jeune quand elle existe et le métier de son parrain, ou entre des passions communes entre les deux, la menuiserie, la littérature, le sport, etc. Troisième pilier, des formations thématiques. C'est-à-dire que oui, le parrainage c'est bien, mais à mon sens ça ne marche que si on l'accompagne d'autres outils. Donc là, des formations, des ateliers d'empowerment, des formations pour utiliser le numérique à des fins professionnalisantes. Parce qu'il est évident que ces jeunes-là, il faut absolument qu'ils soient capables de passer un entretien sur Skype, d'écrire des mails de sollicitation très propres puisqu'ils sont loin de tout. Il faut aussi qu'ils aillent chercher les opportunités. On leur fait des ateliers de prise de confiance en soi, de préparation de CV, de lettres de motivation, de prise de parole également, etc. Et puis le quatrième pilier, ce sont des opportunités en plus. On va chercher ces jeunes et on leur donne accès à des offres de stage, une ouverture socio-culturelle un peu différente, des opportunités avec des bourses, des incitations à la mobilité, etc. Et tout ça, ça fait une approche à 360 degrés autour du jeune pour lutter de concert contre toutes les barrières psychologiques et matérielles qui peuvent éventuellement freiner leurs aspirations au sens très large. J'ai eu dès le début une équipe incroyable de bénévoles. On était 100% bénévoles en 2016 avec les membres qui m'ont vraiment aidé à monter l'association dès les origines et qui sont pour la plupart toujours là. Et puis aujourd'hui, on est 10 permanents depuis quelques mois, donc avec une équipe de personnes qui généralement ont grandi elles-mêmes dans les territoires, s'identifient à la cause et donc, je peux vous dire, sont à fond sur la façon de répondre à ces enjeux. Alors en 2020, on est présent dans 8 académies avec lesquelles on a des conventions. On accompagne des jeunes dans 39 établissements, collèges, lycées, et on accompagne 1000 jeunes. Donc 1000 jeunes et 1000 parents. Ça fait déjà une communauté de 2000 personnes, plus l'équipe, les bénévoles, etc. C'est très long et d'ailleurs ça l'est d'autant plus que par définition ces jeunes sont loin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette proximité qu'il y a géographique, je veux dire, avec les jeunes par exemple dans le cadre des quartiers prioritaires de la ville
où c'est un public qu'il est très difficile d'adresser, mais à mon sens, si on le fait un peu plus facilement depuis quelques années, c'est aussi parce que par définition, ils sont, on va dire, à 3/4 d'heure de RER, des centres économiques, des centres associatifs, de décision, etc. Les jeunes qu'on accompagne avec Chemin d'avenir, il faut sans cesse faire du judo avec la réalité qui est qu'ils sont loin. Donc l'équipe prend des trains, loue des voitures, reste dormir sur place et cherche surtout à tisser un maillage territorial très très dense pour pouvoir s'appuyer sur des énergies qui existent déjà, y compris au sein des territoires. C'est-à-dire qu'évidemment, l'idée c'est certes qu'il y ait des référents territoriaux au Chemin d'avenir, certes que l'équipe soit là et changer d'échelle grâce à l'ADN de l'association, mais surtout faire en sorte d'avoir ce fameux impact systémique qui fait qu'on forme aussi des acteurs à cette méthode-là et qu'à la fin, c'est une sorte de cercle vertueux qui ne s'arrête plus. Alors ce qui est vrai, c'est qu'il existe beaucoup d'associations incroyables d'ailleurs qui accompagnent souvent soit les jeunes des quartiers, soit les jeunes uniquement sur critères sociaux, ce qui est un positionnement à mon sens indispensable. En revanche, des gens qui traitent le déterminisme territorial au sens de la France rurale et celle des petites villes, sans autre critère que celui-ci, et qui accompagnent de façon individuelle les jeunes de ces territoires, ça n'existait pas. Donc la première différence, on va dire, c'est le public qu'on adresse et la cible qu'on adresse. Et puis après, on a un certain nombre d'arbitrages stratégiques, on va dire, qui sont un petit peu différents. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de critères de résultats scolaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas une association qui, par exemple, forme les jeunes à aller dans les grandes écoles. On a beaucoup de filleuls de l'association qui, effectivement, vont aller vers des filières sélectives, mais on en a aussi plein qui vont vraiment concrètement reprendre la ferme de leurs parents, devenir artisans, rejoindre les compagnons du devoir. Et puis surtout, et ça c'est ma grande fierté, je dois dire, on accompagne beaucoup de jeunes qui sont au milieu de la classe. Vous savez, ces jeunes qui ont entre 7 et 12 de moyenne, sur lesquels on parie pas forcément, parce qu'en gros, ils auront leur bac, ils auront leur brevet, ça va rouler à peu près. Mais en fait, ça roule pas du tout. Et ces jeunes-là, si on parie sur eux, si on leur donne confiance en eux et qu'on travaille avec eux sur leur parcours, y compris d'ailleurs leur parcours citoyen, parce que c'est vraiment un des enjeux de l'association que de dire tous nos filleuls ont un engagement citoyen sur leur territoire, s'engagent à leur tour, sont valorisés grâce à cet engagement-là, rencontrent des gens, donc développent un réseau, etc. Donc ces jeunes en particulier, ça peut vraiment changer leur vie, je le pense. Et pour répondre à votre question sur, on va dire, les ambitions de l'association, si on se projette à horizon 2025, on en a 4 essentiellement. Une couverture nationale, effectivement, pour être présent dans tous les territoires dans lesquels il est logique qu'on soit présent. Des référents territoriaux, pour ne pas être centralisé, mais que ce soit efficace sur le terrain. Un modèle économique hybride sur lequel on est en train de travailler. Et puis surtout des débouchés de politique publique. Et en ce sens-là, Jean-Michel Blanquer m'a confié une mission avec la rédaction d'un rapport que je dois lui rendre au mois de février sur le thème orientation et égalité des chances dans la France des zones rurales et des petites villes. Donc c'est un premier pas, on va dire. Je m'appuie quand même beaucoup sur des expériences de terrain qui sont souvent très efficaces et qui pourraient être passées à l'échelle. Et évidemment, Chemin d'avenir, oui, mais aussi plein d'acteurs qui sont extrêmement investis sur ces questions-là au sein des territoires. Et alors c'est souvent tout petit et très efficace parce que tout petit, mais toute la question c'est de savoir comment le passage à l'échelle est possible, y compris pour ces initiatives-là.